C'est pourquoi je dis souvent à mes interventions, je dis souvent aux élèves de suivre un peu la logique. Si vous suivez ma logique, je fais avancer une idée et après je montre tout simplement les limites, les insuffisances de ces idées pour apporter de penser qui est une antithèse. Donc dire que la philosophie est une quête perpétuelle de la vérité, dire que le philosophe ne peut jamais atteindre le savoir, quand même ça ne veut rien dire. Parce que si on fait de la philosophie et qu'on ne peut pas accéder à la vérité, alors à quoi sert la philosophie? Si en pratiquant la philosophie, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir, alors à quoi bon de faire de la philosophie? C'est pourquoi Hegel, que vous connaissez tous, répond et règle le problème en disant que la philosophie doit à un moment donné se séparer de son nom d'amour du savoir pour être le savoir effectivement réel. Cela veut dire quoi? Que le philosophe ne doit pas se condamner à une quête infinie de la vérité. Parce que faire de la philosophie, certes, c'est aller à la quête de la connaissance, mais le philosophe doit aussi à un moment donné se séparer de son nom d'amour du savoir pour être le savoir effectivement réel. Et cette définition de la philosophie comme moyen, comme instrument qui nous permet d'accéder à la vérité, nous est illustrée par Descartes. Descartes a fait de la philosophie un moyen, parce que le doute cartésien, effectivement, c'est un doute épistémologique, un doute par lequel Descartes accède à la vérité. Donc, sous ce rapport, dans ce contexte, la philosophie n'est pas seulement recherche de la vérité, mais la philosophie aussi est un moyen d'acquisition de vérité, est un moyen d'acquisition de connaissances. Je ne sais pas si vous remarquez très bien. Donc, la philosophie n'est pas seulement quête perpétuelle de la vérité, mais la philosophie aussi est moyen d'acquisition de connaissances et de savoir. Mais le savoir philosophique, effectivement, peut être divisé en deux parties. Il y a le savoir, ce qu'on appelle effectivement théorique, il y a aussi la pratique. Parce que le philosophe ne se contente pas seulement de penser, de démontrer et d'analyser, mais ce qu'il démontre, ce qu'il pense, doit se refléter au niveau de ses actes. C'est pourquoi André Comte-Sponville disait que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Donc le philosophe ne doit pas seulement se contenter à réfléchir, à décrire la réalité, à interpréter, mais il doit aussi agir conformément à sa vision du monde. Et c'est cette conception de la philosophie comme art de vivre que nous retrouvons chez les épicuriens, que nous retrouvons chez les sceptiques, que nous retrouvons également chez les stoïciens, qui ont élaboré des écoles philosophiques, écoles dans lesquelles on apprend à mieux vivre, on apprend à philosopher pour mieux vivre. Donc la philosophie aussi, c'est du domaine de la pratique. La philosophie aussi, c'est du domaine de manière de vivre. La philosophie aussi, c'est une incarnation de valeur. La philosophie également, c'est une incarnation de la sobriété. Parce que cette sagesse pratique-là consiste tout simplement à atteindre le bonheur, consiste à atteindre ce que les philosophes appellent l'ataraxie. L'ataraxie, ça veut dire que le plaisir, cet état-là, qui permet tout simplement à l'homme de se détacher de toute douleur et de toute souffrance. Mais la philosophie n'est pas que seulement un détachement de douleur et de souffrance. La philosophie aussi, c'est détachement de préjugés, c'est détachement d'ignorance. Et vous devinerez très bien ici que je fais allusion au rapport qui existe entre philosophie et sens commun. Au rapport qui existe entre le philosophe et l'homme du sens commun. Je n'ai pas besoin de revenir sur le philosophe parce qu'on sait très bien que le philosophe c'est quelqu'un qui pense par lui-même, c'est quelqu'un qui est libre de penser, c'est quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui discute. Alors que l'homme du sens commun, lui, il n'est pas un adepte de la discussion, il est plutôt un adepte de la soumission, il est plutôt un adepte de l'acceptation. C'est pourquoi l'homme du sens commun, lui, il accepte les choses telles qu'elles sont. L'homme du sens commun, lui, il adhère à des vérités sans les examiner. L'homme du sens commun, il vit de préjugés. C'est pourquoi, pour parler de l'homme du sens commun, on emploie souvent en classe le terme de on. Au lieu de dire je pense, mais il dit on a dit. Au lieu de dire que je crois, il dit on. Et le on là, c'est l'avis de la majorité. Mais attention, l'homme du sens commun fait reposer tout simplement sa pensée sur une réalité extrêmement puissante. C'est quoi? C'est l'avis de la majorité. C'est l'avis du plus grand nombre. Quand tout le monde a dit oui, il est extrêmement difficile de remettre en question la pensée de la foule. C'est pourquoi le philosophe vit difficilement dans la société. C'est pourquoi le philosophe a du mal à se réconcilier avec sa société parce que lui, il pense par lui-même et il n'hésite pas à remettre en question toute vérité établie dans la société. Alors que les autres, ils ne pensent pas par eux-mêmes, ils sont enchaînés
par effectivement les préjugés qui circulent au sein de la société. Rappelez-vous, chers élèves, de l'allégorie de la caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon signifie quoi? Ça ne symbolise rien d'autre que la société dans laquelle nous vivons, société qui nous maintient dans la soumission, qui nous maintient dans l'ignorance, qui nous maintient dans la naïveté. C'est pourquoi la solution que propose Platon, c'est quoi? C'est qu'il faut philosopher pour se libérer de la caverne. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre pourquoi le philosophe, en se libérant de la caverne grâce à l'esprit critique, en se libérant de la caverne grâce au questionnement, en se libérant effectivement de la caverne grâce à la connaissance, il retourne au niveau de la caverne pour libérer les autres prisonniers. Et c'est ici où le rôle de la philosophie est fondamental. La philosophie a pour rôle essentiel d'aider l'homme du sens commun, d'aider l'ignorant à se libérer de son ignorance. Le philosophe a pour rôle, a pour fonction d'éveiller les gens. Le philosophe a pour rôle effectivement d'aider l'homme effectivement à parvenir à penser par lui-même. Parce que la pensée philosophique, c'est une pensée libre. Alors que l'homme du sens commun ne pense pas librement. D'ailleurs, même c'est parce que la pensée philosophique est une pensée libre que la philosophie s'oppose à la religion. Parce que dans la religion, on ne pense pas librement. Dans la religion, on nous interdit de penser de manière critique. La religion repose effectivement sur la soumission à des vérités considérées comme des dogmes. C'est pourquoi, pour qualifier la religion, on utilise le terme de dogmatisme. On dit que la religion relève du dogme. Et par dogme, on entend une vérité figée, absolue, indiscutable et sacrée. Ou bien on peut employer même un terme du genre intouchable. Alors que pour le philosophe, il n'existe pas de vérité sacrée, il n'existe pas de vérité indiscutable. La philosophie, effectivement, bouleverse, déstabilise et remet en question toute vérité. Et vous devinerez ici pourquoi le rapport que la philosophie entretient avec la religion se décline sous forme de conflit. Martin Toa même l'a dit, si vous vous rappelez très bien du texte de Toa, la philosophie entre en conflit avec la religion. Parce que la religion se veut l'autorité absolue dans le domaine de la vérité. Et la philosophie, elle se veut l'autorité absolue dans le domaine de la pensée critique. C'est pourquoi le compagnonnage entre la philosophie et la religion a été extrêmement difficile dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que les philosophes, ou bien ceux qui utilisent l'esprit critique, ont soit été condamnés à mort par la religion, ou bien soit persécutés, ou bien exilés. Ce matin, je donne l'exemple de Socrate, qui a été condamné à mort. Pourquoi? Parce que Socrate refusait d'accepter la religion de ses concitoyens, en introduisant dans la cité athénienne de nouvelles divinités. Giordano Bruno a dit publiquement que la terre tourne, et il a été brûlé vif par l'inquisiteur, pour donner le signal à ceux qui osent penser librement, pour donner le signal à ceux qui osent remettre en question les vérités religieuses. Mes chers élèves, est-ce que cette manière de penser, de considérer que la religion condamne la pensée critique, la religion effectivement condamne la connaissance, est-ce que ça ne relève pas d'un simple préjugé? Est-ce que la philosophie et la religion sont réellement des ennemis? Non. Je pense qu'entre la philosophie et la religion, il y a plutôt une relation de complémentarité et non pas une relation d'opposition. En tout cas, c'est ce que prône quelqu'un comme Souleymane Bassirou Diagne, c'est ce que prône quelqu'un comme Averroès, c'est ce que prône quelqu'un comme Ibn Arabi, c'est ce que prône quelqu'un comme Saint Thomas d'Aquin, c'est ce que prône quelqu'un comme Jean-Paul II, qui dans l'encyclique de 92 disait que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain vit et a besoin d'atteindre la vérité. Mais la vérité ne peut être atteinte par les seuls moyens de la raison. La vérité aussi ne peut être atteinte également par les seuls moyens du cœur. C'est pourquoi l'homme a autant besoin du cœur que de la raison pour atteindre. C'est pourquoi, ici, la relation de compatibilité et de complémentarité, effectivement, s'illustre parfaitement, parce que la philosophie ne peut pas aller sans la religion et la religion ne peut pas aller sans la philosophie. Donc la philosophie et la religion communiquent, échangent et entretiennent une relation de partenariat pour permettre tout simplement à l'homme de pouvoir accéder au bonheur, de pouvoir accéder à la vérité.
Donc, philosophie et religion peuvent bien se mener ensemble, même s'il y a effectivement des fanatiques, même s'il y a effectivement des gens dogmatiques qui refusent toujours le compagnonnage entre la philosophie et la religion. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais effectivement, avant de passer à la science, vous dire aussi une chose que, entre la croyance et l'homme, il y a une relation naturelle. Je me permets de dire cela parce que on avait proposé un sujet de ce genre en disant la philosophie peut-elle vaincre les croyances religieuses? La philosophie peut-elle vaincre les croyances religieuses? L'élève téméraire vient nous parler de philosophie et religion, compatibilité, incompatibilité, hors sujet. On met 6, on met de côté. Alors que le sujet ne parle pas de ça. Le sujet ne parle pas de ça, les gars. Le sujet parle de quoi? Le sujet dit que la philosophie peut-elle vaincre les croyances? Autrement dit, la philosophie peut-elle faire disparaître les croyances? C'est-à-dire, est-ce que par la philosophie, l'homme peut cesser de croire? Ou bien est-ce que par l'esprit philosophique ou l'esprit scientifique, l'homme, effectivement, n'aura plus besoin de la religion? N'oubliez pas, les pièges. Retenez ceci. Quel que soit le développement de l'esprit critique, quel que soit le développement de la science, quelle que soit la réalisation, effectivement, de la technoscience, l'homme restera toujours un croyant. Pourquoi? Parce que le fait de croire, c'est quelque chose qui est naturel en l'homme. L'homme est un animal métaphysique. L'homme est un animal religieux. L'homme ne peut pas s'empêcher de croire. Même s'il ne croit pas en Dieu, il peut croire effectivement en des réalités qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est que le fait d'avoir la foi en quelque chose, c'est quelque chose effectivement qui est naturel à l'homme. Donc, la philosophie, aussi bien que la science, ne peut pas effectivement vaincre la croyance religieuse. La croyance religieuse sera toujours là, et c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais, cela dit, il faut aussi savoir que la philosophie est beaucoup plus proche de la science que de la religion. La philosophie est beaucoup plus proche de la science que de la religion. Parce que la philosophie, je l'ai dit tantôt, repose sur la rationalité. Les vérités philosophiques ne se démontrent pas en faisant appel à des vérités mythologiques, parce que le mythe fonctionne sur la base, effectivement, de cette conception que ce sont les dieux qui sont à l'origine des choses qui composent l'univers. Alors, rappelez-vous, Thalès avait dit quoi? Thalès avait dit non, il n'y a pas de Dieu. C'est l'homme qui élabore son objet de connaissance. Donc, Thalès est un scientifique. Thalès est philosophe. Pythagore est scientifique. Il est également philosophe. Aristote est scientifique, il est philosophe. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu effectivement que les philosophes ont été également aussi de grands scientifiques. Donc la relation entre la philosophie et la science est une relation très étroite. Parfois, on a même parfois du mal à les distinguer. Tellement le scientifique ne peut pas accéder à la vérité sans se poser des questions. Le scientifique ne peut pas effectivement dire des vérités sans faire des démonstrations, sans apporter des justifications. Le philosophe aussi pareil. Le philosophe ne peut pas effectivement avancer des vérités sans utiliser son esprit critique. Le philosophe aussi ne peut pas également aussi avancer effectivement une connaissance sans démontrer, sans analyser. La démonstration, l'analyse, l'argumentation, la critique, le questionnement, autant en philosophie, autant que dans le domaine de la science. Donc philosophie et science sont presque des jumelles, si je peux le dire. Mais jumelles autant, il y a toujours des différences. Adama et Awa, il y a toujours des différences. Monsieur Hassan, il y a toujours des différences. Et cette différence se situe au niveau de leur objet d'étude. Il ne faut jamais oublier ça. La philosophie réfléchit sur la totalité de la connaissance. La philosophie ne s'intéresse pas seulement sur un domaine précis du réel. Alors que la science, elle n'est science si et seulement si elle porte sur un domaine précis du réel. C'est pourquoi vous verrez effectivement en sciences physiques, on a affaire à des phénomènes naturels. On a affaire à des phénomènes naturels. Ou bien la sociologie a affaire à des faits sociaux. Mais la philosophie, elle, réfléchit sur la totalité de la connaissance. C'est pourquoi la philosophie est différente de la science. Elle est aussi différente de la science en ce sens que les vérités auxquelles on aboutit en philosophie ne sont pas des vérités partagées par la communauté philosophique. Les vérités philosophiques sont des vérités qui font toujours objet de controverse. La vérité de Descartes n'est que la vérité de Descartes.
Et c'est une vérité qui soulèvera toujours des doutes et des controverses. Alors que quant à la vérité, effectivement, de Pythagore qui aboutit effectivement à ce triangle rectangle-là, on voit tout simplement que c'est une vérité partagée par tous les mathématiciens. Donc en mathématiques ou bien en sciences, il y a consensus. Il y a unanimité. Alors qu'en philosophie, il n'y a pas de consensus. Il y a controverse, il y a désaccord. D'ailleurs, même on dit, je l'ai dit tout à l'heure, les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. Donc la philosophie, du point de vue effectivement de la vérité, du point de vue de le résultat, il y a différence entre philosophie et science. Il y a aussi différence du point de vue de leur méthode. La méthode scientifique universelle, partagée par les scientifiques, alors que la méthode philosophique, elle est relative aux philosophes. Et pour terminer, leur différence aussi se situe au niveau aussi des questions qu'elles se posent, autant pour moi. En philosophie, on se pose la question du pourquoi, alors qu'en science, on se pose la question du comment. Mais au-delà de ce rapport de différence, il y a effectivement la question de l'actualité de la philosophie et de la science. Question de l'actualité parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'on ne cesse pas de remettre en question la valeur de la philosophie. On ne cesse pas de remettre en question l'utilité de la philosophie. Pourquoi? Parce que par la science, l'homme arrive à obtenir des vérités apodictiques, pour reprendre Jaspers. Par la science, l'homme parvient effectivement à répondre à des questions qu'il se pose. Par la science, l'homme parvient à transformer son monde. Par la science, l'homme effectivement parvient à changer la face du monde. Et c'est la raison pour laquelle l'homme actuel, l'homme moderne, considère la philosophie comme étant effectivement une femme en ménopause. On dit même que effectivement la philosophie ne produit rien, la philosophie n'invente rien. On doit cesser même d'apprendre la philosophie. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut jamais oublier que le fait de comparer la philosophie et la science du point de vue de leurs résultats et du point de vue effectivement matériel, cette comparaison n'a aucun sens. Parce que ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez tout simplement lutter contre les préjugés. Parce que c'est un préjugé de vouloir comparer la philosophie en disant que la philosophie est inutile, la science est utile. Parce que la philosophie n'a pas pour rôle de construire des ponts. La philosophie n'a pas pour rôle d'inventer des machines. Ce n'est pas le rôle de la philosophie, c'est le rôle de l'ingénieur. C'est le rôle de l'ingénieur. Donc on ne peut pas attendre des philosophes, des ponts, ou bien des voitures. Ce n'est pas le rôle de la philosophie. Le rôle de la philosophie, c'est d'éveiller l'esprit humain, c'est de cultiver en nous la pensée critique. Et c'est en cela que la philosophie est importante. Pourquoi? Parce qu'elle libère l'homme de son ignorance. D'ailleurs même, si on réfléchit profondément, vous allez voir, ces élèves, que la science a aujourd'hui tellement besoin de la philosophie qu'elle ne peut pas avancer sans elle. Parce qu'un monde scientifique sans philosophie, c'est un monde voué à l'échec. Je ne vais pas vous raconter effectivement le visage négatif de la science, consistant effectivement à détruire notre environnement, consistant à mécaniser même les activités humaines par la robotisation, consistant effectivement même à menacer même la vie humaine et à menacer même le vivant. Pour parler un peu du réchauffement climatique. C'est pourquoi il est urgent aujourd'hui que la philosophie et la science se rejoignent et nouent un partenariat pour permettre à l'humanité de vivre en paix et permettre à l'humanité de vivre en parfaite harmonie. Parce que si on laisse la science elle seule avec les hommes, c'est la fin du monde. Donc la science a besoin de la philosophie, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc pour éviter que l'âme ne se ruine pas, il faut effectivement tout le temps convoquer la philosophie dans sa dimension morale, dans sa dimension éthique. Parce que quelles que soient les connaissances scientifiques, quels que soient les progrès scientifiques, si nous n'avons pas une bonne morale, si nous n'avons pas une bonne conscience, c'est la destruction de l'humanité. C'est pourquoi il faut poser la question de la responsabilité. La question de la responsabilité. Il faut agir en tout responsable quand on fait de la science. Mais autre chose qui explique pourquoi la philosophie est actuelle et qu'elle ne peut être menacée par les progrès scientifiques et techniques, c'est que l'homme, en vivant dans un monde dominé par la science, l'homme se pose toujours des questions d'ordre métaphysique.
La question de savoir l'âme est-elle mortelle ou immortelle, c'est une question qui ne peut pas effectivement disparaître. La question de savoir qu'est-ce que la mort, c'est une question qui est fondamentale. La question de savoir si Dieu existe ou n'existe pas, c'est une question qui est fondamentale. Or, l'homme se pose ces questions. Et si l'homme se pose ces questions, c'est parce qu'il a toujours besoin de la philosophie. Donc la philosophie ne peut être menacée par la science. La philosophie, au contraire, existe pour permettre à la science de progresser. La philosophie existe également pour permettre tout simplement à l'humanité de pouvoir tendre effectivement vers un monde meilleur, vers un monde dans lequel l'homme pourra s'épanouir. Mais qu'est-ce que l'homme? Je reviens. Mais qu'est-ce que l'homme? Pour répondre à la question de savoir qu'est-ce que l'homme, on fait souvent recours à deux concepts. Nature et culture. La nature, c'est quoi? La nature renvoie à l'ensemble des réalités qui n'ont pas été créées par l'homme. Par exemple, le monde extérieur naturel, le monde dans lequel nous sommes, notre environnement, là où nous sommes actuellement, relève tout simplement du monde naturel. Là, nous sommes, ne relève pas de la création de l'homme. Les philosophes parlent de Dieu, de la nature, on parle tout simplement de Dieu. Mais quelle que soit la définition, il faut retenir que la nature rend au monde naturel ou bien à l'environnement. Il y a une autre définition de la nature. C'est ce avec quoi l'être naît. C'est ce qui relève du biologique. Ce que nous avons tous en commun. Ça renvoie à l'instinct. C'est pourquoi, pour pouvoir comprendre l'homme, on ne peut pas définir l'homme par la nature. Parce que il n'y a que l'animal qui peut être défini naturellement. L'animal est un être naturel, mais l'homme ne peut pas rester un être naturel. Parce que l'homme a besoin de se transformer, l'homme a besoin d'être humain. Et c'est là où intervient la culture. Mais avant que la culture intervienne au niveau de l'homme, pour transformer son animalité en humanité, la culture va amener un espace qui lui permet tout simplement de vivre et de s'épanouir. C'est le monde humain. Je convoque un texte que vous avez certainement fait en classe, Georges Bataille. Il y a un très bon texte de Georges Bataille où Georges Bataille dit que la culture est une négation de la nature. Par la culture, l'homme tire de la nature des outils par lesquels il fabrique un monde nouveau. Monde qui... Allô? Ok. Donc, par le travail, par la technique, l'homme transforme le monde naturel et construit un monde qui est propre à son existence. Parce que l'homme ne peut pas au niveau des arbres. L'homme est obligé de construire un monde humain. Or, le monde humain vient de l'homme. C'est l'homme qui doit construire un monde nouveau, un monde dans lequel il peut exister, un monde dans lequel il peut s'épanouir. Comme une activité de transformation de la nature par l'homme. Mais aussi, ce n'est pas que cela la culture. La culture aussi transforme l'animalité de l'homme en humanité. Et c'est là où intervient l'éducation et le langage. Langage, éducation, travail participent à la construction de l'homme. Je disais ce matin aux élèves de l'Admengue qu'il n'y aura pas de sujet sur le travail. Ça n'existe pas. Un sujet sur le langage, un sujet sur, sur l'éducation. La culture prend en charge l'éducation, prend en charge le langage, prend en charge le travail. C'est à vous, élèves, de pouvoir voir comment vous allez vous organiser pour montrer que par la culture, l'homme transforme le monde extérieur naturel par le biais du travail, parce que le travail est une activité de transformation du monde extérieur. Et c'est en travaillant que l'homme a tiré du monde extérieur des outils qui lui permettent de construire un monde nouveau. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Bergson quand il dit que l'homme est un homo faber avant d'être un homo sapiens sapiens. L'homme est d'abord un technicien. Sans cela, la vie humaine ne serait pas possible. Donc, il y a ici un rapport d'opposition entre nature et culture. Il y a ici une relation d'hostilité entre nature et culture. Parce que la nature est tellement hostile à l'homme, la nature est tellement hostile que l'homme est obligé tout simplement de conquérir sa liberté, sinon il meurt. L'hostilité de la nature s'explique par quoi? Mais c'est par les intempéries, c'est par le climat, c'est par les prédateurs. Donc l'homme doit effectivement aller pour se protéger et construire un monde nouveau. L'antithèse. Nature et culture entretiennent aussi une relation de complémentarité.
symbole de la culture. Mais s'il n'y a pas de nature, est-ce qu'il peut y avoir de la culture? Non. Est-ce que dans le comportement de l'homme, on peut déceler un comportement purement naturel? Est-ce que l'homme peut faire un acte purement naturel ou purement culturel? Ça n'existe pas. Entre la nature et le culturel, il y a une relation indéchirable. C'est comme le recto et le verso. L'acte de manger, le fait de manger, c'est un acte d'abord culturel. Parce qu'on nous apprend à manger. On ne mange pas n'importe comment. L'homme ne peut pas manger comme mange l'animal. Mais le fait de manger, c'est un besoin biologique. C'est pourquoi Edgar Morin dit que l'homme est un être bioculturel. L'homme est un être bioculturel. Donc il faut la synthèse entre nature et culture pour que le comportement de l'homme puisse être possible. Il faut la synthèse entre nature et culture pour que l'homme puisse effectivement s'épanouir. Mais s'il n'y a pas de synthèse, il ne peut pas y avoir une vie humaine. Même le fait que je parle, si je ne disposais pas de corde vocale, si je ne disposais pas de bouche, mais je ne parlerai pas. Même si le parler relève de la culture, mais quand même ce qui me permet de parler relève effectivement du biologique. Et, chers élèves, c'est en ce sens que l'homme est un être complexe. C'est en ce sens qu'il est difficile de définir l'homme. C'est en ce sens qu'on dit que l'homme n'a pas de nature. C'est en ce sens qu'on dit tout simplement que l'homme est une page blanche. C'est en ce sens que Sartre dit que l'homme est un être dont l'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est histoire. L'homme est devenir. L'homme, c'est comme un caméléon. Vous pensez que on ne peut pas connaître exactement l'homme, parce que l'homme change et se transforme incessamment. Donc l'homme est un être de liberté. C'est pourquoi, effectivement, il est difficile de canaliser l'homme. C'est pourquoi il est difficile de connaître l'homme. Mais au moins, on doit canaliser l'homme par les moyens de la société qui sont tout simplement les normes et les règles sociales. Parce que si on ne canalise pas l'homme par les règles et les normes sociales, la vie sociale ne serait pas possible. Parce que l'individu humain a tendance effectivement à faire avancer son égoïsme, l'individu humain a tendance effectivement à faire avancer son moi, l'individu humain a tendance effectivement à développer son ego et à amputer sur effectivement la liberté des autres. C'est pourquoi la société met en place des garde-fous, des normes, des règles pour permettre tout simplement une vie sociale possible. C'est là effectivement que la vie en société est fondamentale. Même si les hommes ont décidé librement de quitter l'état de nature pour entrer dans l'état social, sur la base d'un contrat social, sur la base d'une convention sociale, sur la base d'un partenariat collectif, de décider effectivement de faire taire leur égoïsme, de faire taire la capacité de faire de la violence, c'est pour qu'ils puissent vivre en paix. Et la vie en paix n'est possible dans la société que si on se conforme aux règles et aux normes sociales. Sans cette conformité-là, il n'y a pas de vie sociale possible. Donc, la vie en société permet à l'homme de vivre et de s'épanouir. La vie en société permet à l'homme de pouvoir vivre en toute sécurité. Oui, c'est beau de vivre en société, les gars. C'est beau d'être en société. Parce qu'on ne peut pas se passer de nos semblables. L'homme n'est rien sans les autres. Seul, je ne suis rien. S'il y a des élèves curieux qui ont lu l'ouvrage de Robinson Crusoe de Michel Tournier, vous allez voir qu'il y a un homme qui est perdu en pleine mer, dans une sorte d'île, et qui a commencé même à se déshumaniser parce qu'il n'y avait personne autour de lui. L'expérience de la solitude, cette expérience de la solitude montre tout simplement que si l'homme ose vivre seul, il risque de devenir un animal. Parce que quand on vit seul, on peut se permettre d'être nu. Quand on vit seul, on peut se permettre de faire tout ce que l'on veut. Mais tant qu'on voit l'autre, on prend en compte l'autre et on agit conformément aux règles et aux normes sociales. Mais aussi, l'autre peut constituer un enfer, comme le dit Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Et c'est les autres, là, c'est la société. Nous avons beau chanter la société, chers élèves. Nous avons beau dire que l'individu ne peut pas se passer de la société. Nous avons beau dire que l'individu